3 mars 1885, aube, fort de Thuyen Quang, Tonkin, nord du Vietnam. Sur les remparts de terre criblés de brèches, 200 légionnaires épuisés regardent vers l'ouest. Depuis 4 mois, ils tiennent ce petit fort perdu dans la jungle contre 12 000 soldats chinois. Ils ont repoussé des dizaines d'assauts. Ils ont survécu à des explosions de mines creusées sous leurs murs. Ils ont contre-attaqué à la baïonnette dans les brèches ouvertes. Ils sont à bout de force, à bout de munitions, à bout de vivres. Et ce matin-là, au loin, ils entendent un bruit qu'ils n'espéraient plus. Le canon français, la colonne de secours arrive. Le siège est levé. 630 hommes, dont 2 compagnies de la Légion étrangère, viennent de réaliser l'un des plus grands exploits défensifs de l'histoire militaire française, Thuyen Quang. Un nom qui sera gravé en lettres d'or sur les drapeaux de la Légion et chanté dans le premier couplet de sa marche, le Boudin, jusqu'à aujourd'hui. Une seconde avant de continuer. Si ces histoires vous parlent, un abonnement à la chaîne, c'est ce qui leur permet d'exister. Appuyez sur le bouton maintenant, tant que vous y pensez. Et reprenons. L'histoire de Thuyen Quang commence dans le contexte de la conquête coloniale française du Tonkin. Dans les années 1880, la France cherche à établir son protectorat sur l'Annam et le Tonkin, aujourd'hui le centre et le nord du Vietnam. Mais ces territoires sont revendiqués par l'Empire de Chine, qui les considère comme sa zone d'influence historique. Le conflit éclate en 1884. C'est la guerre franco-chinoise. La Chine engage son armée régulière du Yunnan et les redoutables pavillons noirs, mercenaires chinois expérimentés dans la guerre de jungle. Les forces françaises au Tonkin sont peu nombreuses, dispersées dans une série de postes fortifiés le long des fleuves. L'un de ces postes est Thuyen Quang, sur la rivière Claire, à 100 km au nord-ouest de Hanoï. Le fort de Thuyen Quang n'est pas une forteresse imposante. C'est un poste colonial modeste, entouré d'un mur de terre et de briques, avec quelques bastions et un blockhouse central. Il est tenu par une garnison de 630 hommes. Le cœur de cette garnison est constitué de 2 compagnies du 1er régiment étranger de la Légion étrangère, environ 300 légionnaires. Le reste est composé de tirailleurs tonkinois, d'artilleurs de marine et de quelques marsouins de l'infanterie de marine. Le commandement du poste est confié au chef de bataillon Marc-Edmond Dominé, officier d'infanterie de marine expérimenté. Le commandant des légionnaires est le capitaine Catelin. Ces hommes savent qu'ils sont isolés, loin de tout secours rapide, en territoire hostile. En novembre 1884, les renseignements français signalent une concentration massive de troupes chinoises autour de Thuyen Quang. L'armée du Yunnan, forte de plusieurs dizaines de milliers d'hommes, avance vers le poste. Le 23 novembre, les premières troupes chinoises apparaissent sur les collines environnantes. Le 24 novembre, le siège commence. Le commandant Dominé fait ses comptes. 630 hommes contre une armée qu'il estime à 12 000 combattants. Un rapport de 1 contre 20. Aucun espoir de secours avant plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois. La seule option est de tenir. Dominé rassemble ses hommes. Il leur dit une phrase simple. « Nous tiendrons ce poste jusqu'au dernier. » Personne ne proteste. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que ces récits comptent pour vous. La chaîne réunit tous les épisodes de la Légion étrangère dans une playlist sur la page de la chaîne. Continuons. Les premières semaines du siège sont une répétition d'assauts chinois repoussés. Les Chinois attaquent en masse, par vagues de jour comme de nuit. Ils escaladent les glacis, tentent de franchir les fossés, lancent des échelles contre les murs. À chaque fois, les légionnaires et les tirailleurs les repoussent par le feu et la baïonnette. Les Chinois subissent des pertes énormes, mais ils sont si nombreux qu'ils peuvent se permettre ces pertes. Ils reviennent sans cesse. Le commandant Dominé rationne les munitions dès le début. Chaque cartouche doit compter. Les légionnaires apprennent à ne tirer qu'à coup sûr, à courte distance, pour économiser. Les nuits sont les pires. Les Chinois profitent de l'obscurité pour ramper vers les murs. Les défenseurs allument des feux, lancent des fusées éclairantes improvisées, tirent au jugé sur les ombres qui bougent. Fin décembre, les Chinois changent de tactique. Ils comprennent qu'ils ne prendront pas Thuyen Quang par l'assaut frontal. Ils décident de creuser. C'est la guerre de mines, technique de siège vieille comme le monde. Les sapeurs chinois creusent des galeries souterraines à partir de leurs tranchées en direction des murs français. Au bout de chaque galerie, ils placent une charge de poudre.
L'explosion doit ouvrir une brèche dans le mur, par laquelle l'infanterie chinoise se précipitera. Les Français entendent les Chinois creuser sous leurs pieds. Ils entendent les coups de pioche résonner dans la terre, jour et nuit. C'est une torture psychologique. À tout moment, un pan de mur peut sauter, emportant les défenseurs qui s'y trouvent. Le 13 janvier 1885, la première grande mine explose. Une charge de poudre chinoise ouvre une brèche de plusieurs mètres dans le mur nord du fort. Aussitôt, une masse de soldats chinois se précipite dans l'ouverture. C'est le moment le plus dangereux du siège. Si les Chinois passent la brèche, le fort est perdu. Le capitaine Catlin lance ses légionnaires en contre-attaque. Combat au corps à corps dans la brèche, à la baïonnette, au couteau, à coups de crosse. Les légionnaires bouchent le trou de leur corps. Ils repoussent les Chinois. Puis, sous le feu ennemi, ils reconstruisent le mur avec des sacs de terre, des poutres, tout ce qu'ils trouvent. La brèche est colmatée, mais les Chinois continuent à creuser d'autres galeries. Entre janvier et mars 1885, les Chinois font exploser plus de 20 mines sous les murs de Tuyenquang. Chaque explosion ouvre une brèche. Chaque brèche déclenche un assaut chinois. Chaque assaut est repoussé par une contre-attaque française à la baïonnette. Les légionnaires vivent dans un état de vigilance permanente. Ils dorment par terre, l'arme à la main, prêts à bondir. Ils ont appris à reconnaître le bruit d'une mine sur le point d'exploser. Ils évacuent les sections de murs menacées quelques secondes avant l'explosion, puis contre-attaquent dans la fumée. Les pertes s'accumulent. Les blessés s'entassent dans l'infirmerie de Fortune. Les médecins opèrent sans anesthésie à la lueur des lampes. Les morts sont enterrés la nuit dans la cour du fort, sous le feu chinois. Le 24 février 1885, les Chinois lancent leur assaut le plus massif. Après une série d'explosions de mines qui ouvrent plusieurs brèches simultanément, des milliers de soldats chinois se ruent à l'attaque de tous les côtés à la fois. C'est l'assaut final, celui qui doit emporter le fort. Les défenseurs, réduits à moins de la moitié de leur effectif initial par les pertes, se battent avec l'énergie du désespoir. Le combat dure des heures. Les brèches changent de main plusieurs fois. Les légionnaires contre-attaquent, encore et encore, malgré l'épuisement, malgré les blessures. Au soir du 24 février, les Chinois refluent. Ils ont échoué. Le fort tient toujours. Mais la garnison est à bout. Elle ne pourra pas résister à un autre assaut de cette ampleur. Pendant que Tuyenquang agonise, une colonne de secours française se met en marche. Le général Brière de Lisle, commandant des forces françaises au Tonkin, rassemble une force de plusieurs milliers d'hommes pour dégager le poste assiégé. La colonne remonte vers Tuyenquang, se frayant un chemin à travers un pays tenu par les Chinois. Le 2 mars 1885, elle livre une bataille décisive à Ohamok, à quelques kilomètres du fort. Le combat est violent. Les Français perdent 76 tués et 408 blessés à Ohamok, l'une des batailles les plus coûteuses de toute la campagne du Tonkin. Mais ils enfoncent les positions chinoises. La route de Tuyenquang est ouverte. Le 3 mars 1885, la colonne de secours atteint le fort. Les assiégeants chinois, pris entre la garnison et la colonne, lèvent le siège et se retirent. Quand les soldats de la colonne de secours entrent dans Tuyenquang, ils découvrent un spectacle qui les marque à vie. Le fort est un champ de ruines. Les murs sont éventrés par les mines. Le sol est jonché de débris, de douilles, de cadavres. Et au milieu de ces ruines, les survivants de la garnison, hâves, amaigris, en haillons, mais debout. Ils ont tenu 4 mois. Sur les 630 défenseurs, 50 sont morts, dont 32 légionnaires. 224 sont blessés. Presque tous les survivants portent des traces du siège, mais le fort n'est jamais tombé. Il faut comprendre ce que représentait la guerre de mine pour les défenseurs. Ce n'était pas seulement une menace physique, c'était une torture nerveuse permanente. Les légionnaires savaient qu'à tout instant, le sol pouvait s'ouvrir sous leurs pieds. Ils entendaient les Chinois creuser, jour et nuit, sous les remparts. Certains posaient des récipients d'eau sur le sol pour détecter les vibrations des travaux de sape et deviner où la prochaine mine exploserait. Ils creusaient eux-mêmes des contre-galeries pour intercepter les tunnels chinois, se battant parfois sous terre, dans le noir, à la baïonnette et au pistolet, dans des combats souterrains d'une sauvagerie absolue.
Aucun manuel militaire de l'époque ne préparait à ce genre de guerre. Les légionnaires l'inventaient au jour le jour, avec les moyens du bord, avec leur seule volonté de survivre. Les conditions de vie dans le fort assiégé étaient effroyables. Les vivres, rationnés dès le début, s'épuisaient. Les hommes mangeaient du riz avarié, de la viande de cheval, parfois rien. L'eau, puisée dans la rivière Claire sous le feu chinois, était rare et souvent souillée. Les maladies tropicales, dysenterie, paludisme, frappaient autant que les balles. L'infirmerie débordait de blessés et de malades. Les médecins manquaient de tout, de pansements, de médicaments, d'anesthésiques. Ils amputaient à vif, sciaient les membres broyés à la lueur des lampes à huile. Les morts étaient enterrés en hâte, la nuit, dans la cour du fort, car il était impossible de sortir. Et malgré tout cela, chaque matin, les survivants reprenaient à leur poste sur les remparts. Ils tenaient. Ce qui frappe dans le siège de Tuy Quang, c'est la composition même de la garnison. Ces légionnaires venaient de toute l'Europe, Allemands, Suisses, Belges, Italiens, Espagnols, Polonais, quelques Français, des hommes sans patrie ou ayant renoncé à la leur, engagés dans la Légion pour toutes sortes de raisons, la misère, la fuite, l'aventure, l'oubli. Et ces hommes venus d'ailleurs, sans lien de naissance avec la France, se battaient et mouraient pour un drapeau tricolore, dans une jungle vietnamienne à l'autre bout du monde. C'est cela, l'esprit de la Légion étrangère. La patrie n'est pas celle du sang, mais celle du serment. Ces légionnaires avaient juré fidélité à la Légion et à la France. Ils tinrent ce serment jusqu'au bout, au prix de leur vie, dans un fort dont la plupart n'auraient su prononcer le nom avant d'y arriver. Le bilan du siège de Tuy Quang est un triomphe militaire français. 630 hommes ont tenu 4 mois contre une armée de 12 000 soldats. Ils ont repoussé des dizaines d'assauts. Ils ont survécu à plus de 20 explosions de mines. Ils ont infligé aux Chinois des pertes considérables, estimées à plusieurs milliers d'hommes. Ils ont immobilisé toute l'armée du Yunnan pendant 4 mois, l'empêchant de peser sur le reste du théâtre tonkinois. La défense de Tuy Quang est immédiatement reconnue comme un exploit héroïque. La presse française en fait le récit. Les défenseurs deviennent des héros nationaux. Le commandant Dominé et le capitaine Catelin sont décorés. Les 2 compagnies de la Légion reçoivent les honneurs. Pour la Légion étrangère, Tuy Quang devient l'un de ses plus grands titres de gloire. Le nom de Tuy Quang est inscrit en lettres d'or sur les drapeaux des régiments de la Légion. Mais surtout, il entre dans la chanson de Marche de la Légion, le Boudin, l'hymne informel du corps. Le premier couplet du Boudin mentionne explicitement Tuy Quang. Les légionnaires chantent encore aujourd'hui, à chaque défilé, à chaque cérémonie, le souvenir de ce fort perdu dans la jungle tonkinoise, où 2 compagnies ont tenu 4 mois. Peu de batailles ont ce privilège d'entrer dans la mémoire chantée d'un corps militaire. Tuy Quang en fait partie. C'est dire l'importance que la Légion accorde à cet exploit. Le chef de bataillon Marc-Edmond Dominé, héros de la défense, poursuit une carrière militaire distinguée après Tuy Quang. Il monte en grade, devient général de division. Il meurt en 1914, au début de la Première Guerre mondiale, à l'âge de 74 ans. Il aura vu son nom associé pour toujours à l'un des plus beaux faits d'armes de la conquête coloniale française. Le capitaine Catelin, commandant des légionnaires, est également honoré. Les noms des 50 défenseurs tombés à Tuy Quang sont gravés sur des monuments. La Légion étrangère n'oublie jamais ses morts. Chaque année, elle commémore Tuy Quang comme elle commémore Cameron, ces 2 grandes légendes défensives. La guerre franco-chinoise se termine peu après le siège de Tuy Quang. En avril 1885, la Chine et la France signent un accord de paix. La Chine reconnaît le protectorat français sur l'Annam et le Tonkin. Le Vietnam entre dans l'empire colonial français où il restera jusqu'à la guerre d'Indochine du XXe siècle. Tuy Quang a contribué à cette victoire. En immobilisant l'armée du Yunnan pendant 4 mois, la garnison a empêché les Chinois de concentrer leurs forces ailleurs. La défense héroïque du fort a aussi eu un impact psychologique. Elle a montré aux Chinois que les Français ne céderaient pas, même en infériorité numérique écrasante. Cette détermination a pesé dans les négociations de paix. La bataille de Tuy Quang est aujourd'hui enseignée dans les écoles militaires françaises comme un modèle de défense d'un point fortifié en infériorité numérique. Les élèves officiers étudiaient l'organisation de la défense par Dominé, la gestion des munitions, la lutte contre la guerre de mines,
l'usage de la contre-attaque à la baïonnette pour reprendre les brèches. Mais la leçon principale de Nguyen Quang, comme celle de Cameron, comme celle de Bir Hakeim, est morale. Une troupe déterminée, bien commandée, peut tenir contre un ennemi 20 fois supérieur, si elle refuse l'idée même de la reddition. Les défenseurs de Nguyen Quang n'ont jamais envisagé de se rendre. Cette certitude a fait la différence entre la défaite et la victoire. Merci d'avoir tenu jusqu'ici. La prochaine vidéo paraît dans 4 jours. Comment 50 marsouins de l'infanterie de marine ont tiré leur dernière cartouche à Bazeilles en 1870, face à toute une division bavaroise. Abonnez-vous pour la recevoir en direct. Aujourd'hui, Nguyen Quang est une ville de la province de Nguyen Quang, dans le nord du Vietnam. Le vieux fort colonial a en grande partie disparu. Quelques vestiges des murs subsistent. Un monument vietnamien rappelle les combats, mais du point de vue vietnamien, celui de la résistance à la colonisation française. En France, le souvenir de Nguyen Quang vit à travers la Légion étrangère. À Aubagne, au siège de la Légion, le nom de Nguyen Quang figure parmi les batailles célébrées. Et chaque fois que retentit le boudin, dans une caserne de la Légion, sur un champ de manœuvre ou dans un défilé sur les Champs-Élysées, le premier couplet rappelle ce fort perdu dans la jungle, où 2 compagnies de légionnaires ont tenu 4 mois contre 12 000 Chinois. Ils n'ont jamais cédé. C'est tout ce qu'on leur demandait. C'est ce qu'ils ont fait.